Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 228 et on va parler ensemble du 8e Grand Prix de cette saison 2026 du côté de la Hongrie sur le circuit contesté et contestable de Balaton Park. Et aujourd'hui, ça tombe bien, je crois que c'est le circuit préféré de celui qui m'accompagne, c'est Gueno. Comment ça va, Gueno? Bah ça va super. Oui, j'ai adoré ce circuit absolument génial. Ça m'étonne pas du tout. Je pense qu'on aura largement le temps d'en parler. Bien sûr. Et on enchaîne du coup avec les news qui sont tombées entre l'Italie et ce week-end. Donc on a Brian Uriarte en Moto 3 qui a été disqualifié du GP de Catalogne, donc du antépénultième Grand Prix, pour usage d'une huile non conforme en Q2. Et il perd donc sa 4e place et ses 13 points remportés ce week-end-là à Barcelone. Un peu bizarre des fois d'avoir des disqualifications qui arrivent aussi loin, Gueno. Ouais, alors je sais pas du tout comment en plus ils peuvent vérifier ça aussi tard après, mais c'est vrai que c'est étonnant c'est étonnant, puis surtout c'est dur pour les pilotes quoi. Ouais, c'est une erreur ultime forcément. Moi je pensais peut-être qu'ils font des prélèvements et qu'ils envoient ça au labo et c'est ça qui prend du temps. Ah oui. Autre disqualifié cette fois, mais pour les 6 premières courses, Adrien Fernandez, son team aurait fait sauter les scellés de 2 moteurs utilisés depuis le début de la saison. Donc voilà, il perd les 2 podiums qu'il avait pu acquérir à Jerez et au Mans, c'est 77 points et sa 3e place au championnat. Il passe du coup 20e et il garde que les points d'Italie. Gueno, bon, ses espoirs de titre ou de podium final s'envolent pour Adrien Fernandez. C'est très très dur. J'ai vu qu'il avait déclaré qu'il n'en parlerait pas plus que ça, mais qu'il faisait confiance à son team. Je sais pas trop dans quelle mesure il est informé de ce genre de choses, mais si comme il le montre, on va dire, il était au courant de rien, l'ambiance va être très très sympa au sein du team pour le reste de la saison. Ouais. Le team qui conteste toute modification de moteur, voire même tout les modifier. Ils ont fait l'appel qui a été rejeté et là ils envisagent de poursuivre ça au tribunal arbitral du sport. Donc on verra ce que ça donne. Bon, en tout cas, ça donne un peu d'air à Alvaro Carpe, qui était au coude à coude pour cette place de 2e du championnat. Et ça crée un gap derrière avec Ada Pratam. Et qui du coup lui récupère la 3e place du classement provisoire. Pour un rookie, c'est pas mal. C'est plus que pas mal, hein. C'est le mieux qu'on a pu faire depuis. C'est pas arrivé depuis Acosta. C'est pas arrivé depuis l'année dernière et depuis Massimo Cueillet, la Ah bah saison oui, de oui, oui, rookie. oui, je suis bête, Donc ça évidemment. remonte pas à si longtemps que ça. Oui, en fait, finalement. non. En Moto 2, donc on a le team Clean Forward, toujours classe, qui annonce que Xavi Zurutuza va remplacer Jorge Navarro encore, mais cette fois jusqu'à la fin de la saison. C'est une façon de dire que Navarro est donc viré, alors qu'il était remis depuis le Mugello de sa blessure du Mans. Mais déjà au Mugello, il avait été quand même remplacé et là c'est officiel. Bon, c'est coutumier des teams Moto 2, ce genre de move. Ouais, puis en fait, ce qui est étonnant, c'est que Navarro, l'année dernière, on en a fait un peu enfin, on l'a vu beaucoup à l'écran quand il a remplacé oh, je suis perdu. Enfin bref, il a remplacé un autre pilote et on entendait souvent: «Ah, c'est pas mal pour un remplaçant, il fait des belles perfs et tout ça», et puis finalement, l'année d'après, même pas 6 mois après, il se fait virer, c'est toujours un peu étrange cette catégorie là-dessus. Allez, en MotoGP, encore pas mal de news, on continue de dérouler. Michel Turcot a mentionné dans le dernier podcast avec ses paddocks, donc après le Mugello, une indisponibilité estimée pour Johan Zarco jusqu'à fin octobre, entre l'opération et la remise en forme. Donc probablement qu'on verra peut-être Johan Zarco uniquement au test même de Valence pour la 850. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, de toute façon, moi je suis de ceux qui espèrent le voir revenir, j'allais dire le plus tard possible. Disons le plus en forme possible. Donc si ça doit prendre octobre, de toute façon la saison est cuite. Mieux vaut qu'ils reviennent quand ils se sentent bien pour attaquer l'année prochaine sur les meilleures bases possibles. S'il doit revenir en octobre ou en novembre, ça,
Moi, enfin, peu importe du moment qu'il revient en pleine forme, quoi. On a Trackhouse qui a annoncé qu'ils ont trouvé enfin leur sponsor titre qu'ils cherchaient depuis 2 ans avec Superfile. Je connais pas du tout, je suis même pas allé voir ce que c'est. Et comme pour Aprilia et Monster la semaine passée, quand un team gagne, bon bah ça trouve des sponsors quoi. Oui, bon, de toute façon, il y a pas de secret, hein. Mais c'est vrai que, enfin, ce que je comprends pas trop, c'est que on l'avait vu cette livrée un peu plus tôt dans la saison. Ça a En été fait, un ils avaient introduit une livrée similaire, donc pas au Mugello parce qu'ils avaient la livrée Golf, mais je crois le week-end avant, peut-être à Barcelone, mais c'était pas encore officiel, ouais. OK, d'accord. Mais oui, non, bah, tant mieux pour eux, hein, ça fait enfin, c'est un titre qui évolue bien depuis sa reprise par David Ebrivio, donc c'est cool de le voir prendre comme ça un peu en épaisseur. Tout à fait. Et enfin, la règle anti-Marquez qui rentre dans la pit lane quand ça chante. Donc cette règle est désormais entrée dans le règlement FIM MotoGP. Avant, c'était juste une consigne du vendredi, mais voilà, là ça y est, ils ont changé le règlement encore une fois pour Marc Marquez. Après l'histoire du flag to flag où il sautait d'une moto à l'autre. Euh, voilà, c'est un pilote qui décidément marque l'histoire par ses façons de faire. C'est des records qu'on voit pas, mais je pense que ça va être le pilote qui doit avoir le record des règles qui ont été faites en son honneur. Mmh. Ouais. Peut-être qu'on devrait avoir un chapitre dédié à ça dans le règlement film. Voilà pour les news MotoGP. On peut dire qu'on avait aussi l'endurance qui roulait ce week-end à Spa. Je crois que certains membres du podcast nous préparent un épisode spécial EWC, incluant du coup Le Mans et Spa bientôt pour revenir un peu sur ce début de saison. Et du coup, déjà la moitié de saison écoulée pour cette discipline. Et puis bah du coup on va passer au Moto3 si tu veux bien, Gueno. Carrément. Donc en course, on a Massimo Quiles qui s'impose plus de 3 secondes devant David Almanza et Alvaro Carpe. Brian Arniate finit 4e et Rico Salmela, pareil, un rookie étonnant, 5e, Adrian Cruces 6e. On va retrouver certains pilotes attendus qui ont chuté parce que dans le dernier tour, il s'est passé quand même une petite catastrophe dans un paquet de 4 pilotes. Et David Munoz a chuté et a fait chuter d'autres pilotes qui lui ont même carrément roulé dessus et cassé le PL10, je crois. Du coup, c'était une fin de course un peu bizarre parce que lors du dernier tour, on a eu un drapeau rouge. Ils sont revenus sur les pilotes qui étaient restés en course aux 2 tiers de la course. Très bizarre. En sortant ceux qui étaient tombés et qui n'étaient pas repartis sur la moto. Donc c'était assez imbitable. Hein. Non, mais j'allais dire, en plus, la fin de course, c'était bizarre parce qu'ils ont vraiment, on a vraiment vu la grosse chute, ça a coupé et on voit Maxi Oquiles célébrer en faisant une roue arrière. Il y a vraiment eu un moment un peu bizarre où on était à la fois inquiet et en même temps la course est finie, c'était un peu étrange. Et ils ont sorti très très vite le fameux bandeau qu'on commence à connaître par cœur qui dit que les pilotes sont conscients. C'est vrai ça fait une fin de course vraiment, vraiment bizarre à la fois à comprendre et à regarder. Parce que évidemment, on s'inquiète forcément pour les pilotes qui sont tombés au sol, surtout sur un accident comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ceux qui sont pas classés finalement, c'est David Munoz et Valentin Perron qui ont pas pu repartir. Les pilotes qui ont pu repartir, je les ai plus en tête, hein, mais eux, ils ont pu finalement être classés. Bah, c'est Carpe, C'était Carpe, Uriarte, Selmela, hein, c'était le groupe de KTM c'est ça, ouais, ouais. qui se ressemblent tous. Hein, ouais. Bah, c'est un peu Voilà, le voilà. problème, ouais. Effectivement. Bon, à part ça, domination de Quiles encore ce week-end. Après un Mugello en dedans, on s'était dit peut-être qu'il a perdu le mojo, mais finalement Non, non. non. Il faisait une petite pause. Il faisait une petite pause, il s'est dit j'ai pas besoin de prendre 25 points ce week-end. Ouais, c'est ça, il s'est dit, je vais laisser quelqu'un d'autre gagner. Non, mais je sais même pas quoi dire. Il nous a fait une course comment? Ça m'a rappelé les courses de Guevara quand il était en Moto 3. Il attaque pas tout de suite au début, il prend la tête un peu vers la mi-course et puis après il part tout seul loin devant. D'ailleurs, les écarts étaient impressionnants pour du Moto 3 parce qu'il y avait il finit 3 secondes devant le Mansa qui finit lui-même 7 secondes devant Carpe. C'est pas des chronos qu'on a l'habitude de voir dans cette catégorie. Donc non, non, vraiment grosse course et même Almanza, grosse course de sa part aussi parce qu'il a tenu le rythme malgré tout. Donc non, non, là-dessus, chapeau aux deux pilotes de tête.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'Almanza, pendant longtemps, il a tenu Aquiles dans la seconde. Et puis, c'est vrai qu'en fin de course, c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais ouais, clairement, il monte pas souvent ce rythme-là, donc c'est bien pour ça. Beh, c'est surtout quand il le montre, il finit souvent par terre, donc c'est bien qu'il ait réussi à finir la course à cette position. C'est des gros points pour lui, donc c'est important. Et il me semble que je l'avais pas mal critiqué il y a quelques grands prix, sur son début de saison où il avait gagné, ouais, en Thaïlande, puis après il avait disparu. Donc bah, là, il est réapparu, donc c'est bien, mais il faut qu'il soit un peu plus concentré et régulier ce garçon. Ouais, carrément. Au championnat, du coup, qui est-ce qui domine avec 170 points, largement en tête devant Carpe 111 points. Comme je l'ai dit, hein, le déclassement d'Adrien Fernandez, hein, ça fait les affaires de Carpe qui a un petit matelas d'avance sur Marco Morelli, 3e. David Almanza, 4e. Brian Earte, 5e. Et Veda Pratama qui a fini 16e de cette course, mais donc qui marque le pas, et 6e au championnat. Voilà pour le Moto 3. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, pas grand-chose à dire. Une course assez inhabituelle. Ouais, tout à fait. Allez, du coup, on enchaîne et on peut passer au Moto 2. Manuel Gonzalez qui s'impose juste devant Philippe Salac et Senna Ajus pour la 3e place. David Alonso, 4e. Olgado, 5e. Izan Guevara, 6e. On a Vietti, 7e. Lopez, 8e. Et Ferrandez, 9e. Voilà ce qu'on peut noter pour ce Grand Prix. Canet a chuté lors du premier tour. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur cette course Moto 2? Bah, à part souligner la course vraiment intelligente de Gonzalez qui a pas trop tapé dans ses pneus, qui a réussi à suivre Salac qui avait un très gros rythme et qui l'a passé au bon moment, qui a bien défendu. Parce que ça n'a pas été simple, Salac s'est bien accroché jusqu'au. J'ai pas trop fait attention, mais on va dire les 4 derniers tours, pardon. Non, vraiment très belle course. Il signe le meilleur chrono à 4 tours de la fin. Une course super maîtrisée, très intelligente, comme on a l'habitude de le voir faire finalement. Et par contre, à part ça, belle course de Saech. Elle juste sauf son podium de peu, parce qu'Alonso, comme la semaine d'avant, se réveille assez tardivement et échoue aux portes du podium. Mais sinon, rien d'exceptionnel à dire sur cette course, il faut bien l'avouer. On a connu plus palpitant. Ouais, tout à fait, surtout sur un circuit pareil. Alors autant le circuit en Moto 3, je trouvais qu'on pouvait ça peut être relativement agréable parce que les Moto 3, elles peuvent quand même se dépasser même sur les circuits monotrajectoires. Autant à partir du Moto 2, ouais, c'était compliqué. Ouais, c'était vraiment une course de gestion de pneus. C'est, enfin, c'est même l'exemple le plus frappant, c'est Alonso qui a mis 3 tours à doubler Olgado alors qu'il était clair qu'il avait beaucoup plus de rythme. Mais il n'y a qu'une trajectoire, il n'y a pas la place. Euh, Forcément, ça donne pas des courses très excitantes à regarder. Je suis assez d'accord. Bah écoute, on va pas forcément s'attarder. Je vais pas critiquer le moteur Triumph non plus. On va parler MotoGP. Donc en MotoGP, on a Alex Marquez, hein, toujours absent, qui a été remplacé cette fois par le pilote Ducati en World Superbike, Iker Lecuona, qui fait son grand retour en Grand Prix après, ça fait quoi, 3 ans qu'on l'avait pas revu? 2023, il avait remplacé Marquez, je sais plus quelle course. Et Johan Zarco, du coup absent, cette fois remplacé encore par Cal Crutchlow. En course sprint, donc la pole de Marquez a souligné, bien sûr. En course sprint, Marc Marquez s'impose devant Pedro Acosta et Marco Bezzecchi. Raúl Fernandez finit 4e, Fermin Alviar 5e, Martin 6e, Morera 7, Bastianini 8 et Pecco 9e, dernier à prendre des points sur cette course. Assez catastrophique de la part de Quartararo qui finit 17e. Et du coup, 3e, Yamaha. On enchaîne avec la course longue et puis on débriefera les deux en même temps. Cette fois encore, Marc Marquez s'impose devant Pedro Acosta. Cette fois, c'est Francesco Bagnaia qui ferme le podium devant Ayogura, Luca Marini, Morera 6e, Lecuona 7e, Miller 8, Bastianini 9e. À noter la belle place de Cal Crutchlow qui termine 16e. Mais pourquoi il termine 16e? C'est parce que les autres n'ont pas fini la course, parce qu'on peut bien sûr parler de Fabio Quartararo qui a abandonné
après 2 longues laps, car 2 fois il s'est raté au freinage et au T10 et a pris du coup un shortcut, ce qu'ils appellent. Du coup, il a gagné du temps. Il s'est pris 2 longues laps, séparées à chaque fois, et ensuite il a abandonné la course. Et bien sûr, la classique, la chute de Mir, qu'on n'attendait plus, forcément, voilà. Mais surtout, et on va beaucoup parler de ça, je pense, le gros crash de Martin qui se rate au premier virage et qui emporte avec lui Aldeguer, Bezzecchi, Fernandez et aussi Di Giannantonio, mais qui lui a pu repartir et qui termine 12e. On a également, c'est tombé plusieurs heures après la fin de la course, Vignales qui prend 16 secondes de pénalité pour pression de pneus non conforme et qui du coup dégringole à la 15e place, toujours devant Crutchlow. On va commencer justement par les KTM, si tu veux bien. Week-end transparent pour Vignales encore une fois. Ouais. Avant de parler du pilote, on peut quand même saluer le fait que aucune KTM n'est tombée en panne, je crois, ce qui est presque une performance. Mais sinon, ouais, bah Vignales, de toute façon, toujours. Enfin, c'est compliqué depuis son retour de blessure. De toute façon, il y a pas grand-chose à dire. J'ai vu qu'il avait déclaré qu'il avait rien à prouver et que il était un peu surpris de la position de KTM vis-à-vis j'allais dire son éventuel passage dans le team usine, mais a priori c'est plus d'actualité. Donc je me suis dit que au moins son ego était toujours là, et ça c'est important. Mais ouais, non, transparent chez transparent, on le voit plus du tout, hein. J'ai rien à dire de mon côté sur la Bibi, la Binder et Bestia Team. Euh, c'était pas c'était pas ouf. Ouais, je fais des blagues. Non, non, mais il y avait de la bagarre, c'est bien, ils se battaient pour la 10e place, rien à signaler, quoi. C'était sympa à regarder, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Oui, bah c'est toujours bon, on va toujours relativiser pour beaucoup de pilotes sur ce Grand Prix, hein, sans les 5 chutes qu'il y a eu au départ, ces pilotes-là auraient été à la porte des points, probablement. Bah Et c'est ça. pas J'ai vu 9-10 quoi. que Bestia était un peu surpris de son long lap. Bon, je sais pas si c'est mérité, mais j'ai trouvé que quand il revenait sur la piste après son petit freinage raté et qu'il percute Mir, il y va quand même vraiment comme un sagouin. J'ai pas trouvé son long lap particulièrement démérité. Et pourtant j'adore Bestia, hein, mais bon, c'était pas l'action la plus propre qu'on ait vue du championnat, quoi. Ouais, je te rejoins. Enfin, on va parler du seul pilote qui fait que KTM est aux avant-postes, c'est Acosta, qui se qualifie P2 et qui fait P2 dans les 2 courses, avec à chaque fois, il va chercher la roue de Marquez, il va au contact, il s'impose, il a mené la course longue pendant plusieurs tours avec son choix de pneu tendre, avant que Marquez enclenche la seconde. Donc voilà, c'était le seul qui a mis de l'animation ce week-end. C'est juste que, comme d'habitude, la fin de course est plus compliquée avec cette moto qu'avec une Ducati ou une Aprilia. Mais je me suis demandé si c'était pas son plus beau week-end en MotoGP depuis qu'il est là. J'avais pas tous ses week-ends en tête, mais vraiment, il a été hyper solide du début à la fin, quoi. Il y a vraiment pas d'erreur. Bah, je vais te Très... répondre tout de suite. Non, parce qu'en Thaïlande, il gagne la sprint et il fait deuxième le dimanche. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai vu l'autre jour alors j'ai pas vu la question auquel il répondait, mais il expliquait que cette année son team lui avait demandé qu'une chose, c'était de rester sur ses roues et de marquer des points. Et il estimait que pour l'instant il faisait le meilleur boulot qu'il pouvait faire dans les conditions qu'il était. Et je pense il est assez lucide là-dessus. Je pense qu'il a compris qu'il pouvait pas avoir la victoire jusqu'à maintenant, et il l'accepte. Et enfin, je trouve qu'il a fait vraiment un énorme gap par rapport à l'an passé en termes de maturité. Totalement d'accord. Est-ce que tu penses que c'est peut-être le fait d'avoir signé avec un autre constructeur Ouais, pour l'année prochaine qui l'a libéré de cette pression parce qu'il se dit voilà, moi je sais ce que je vaux. Justement, on m'a recruté dans un autre team, probablement Ducati, hein, mais voilà, et ils verront ce qu'ils verront l'année prochaine, quoi. j'y avais pas pensé, mais ouais. Après ça, depuis le début de la saison, c'est quand même bien mieux. Mais oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé, c'est possible, ouais. On va passer du coup au rouge. On se disait juste avant de commencer l'enregistrement, est-ce que c'est pas le meilleur week-end de Ducati officiel de l'année? Probablement que si. Paul, meilleur tour en course, double victoire pour Marc Marquez qui, en plus, pour ne rien gâcher, signe ici sa 100e victoire personnelle, toutes catégories confondues, et signe les 100 victoires de Ducati en catégorie Rennes. Ça, c'est beau. Voilà, ouais, c'est beau. Est-ce qu'on a retrouvé le Marc Marquez de l'année dernière?
Je me suis posé la question parce que en Italie, tout le monde s'accordait à dire qu'il avait perdu le championnat. Là, tout le monde s'accorde à dire qu'il va gagner le championnat et franchement, c'est toujours le problème avec Marquez, c'est que de toute façon, comme avait dit Rivola, il y a quelques courses, tant qu'il est, inscrit sur la liste, c'est compliqué de l'enterrer, même si, toutes les probabilités sont contre lui. Après, d'un autre côté, il était quand même sur un circuit, on va dire qui lui réussit bien, sur lequel il a des facilités. Donc, je pense qu'il faudrait quand même attendre de voir à Brno comment il se sent, et cetera. Surtout que je regardais au début du Grand Prix, il donne la difficulté d'un GP. Par exemple, Mugello, il mettait 10 sur 10. Et je voyais que Zut Valentine Park, il mettait 5 sur 10. Donc, sans doute moins exigeant physiquement. Donc, je me dis que ça va peut-être aider aussi à ce qu'il se sente mieux sur la moto. Mais quoi qu'il en soit, ça prouve que peu importe son état de forme, on peut jamais l'enterrer sur un week-end de course. Ouais, après c'est un circuit un peu particulier, comme on l'a dit, où avec beaucoup de chicanes et peu de vitesse, là où au Mugello il a peut-être souffert d'un manque musculaire dans les bras. Il n'y a pas de gros freinage au Balaton Park. Et faut aussi dire que c'est un circuit qui tourne à gauche, C'est ça. là où il a moins de problèmes avec son bras et où il s'était toujours senti plus à l'aise. Donc il y a quand même peut-être une combinaison de facteurs. Il joue toujours beaucoup à des mind games, hein, lui. Là-dessus, on ne sait pas vraiment où il en est. On le verra probablement à Brno. Donc, en tout cas, c'est le week-end parfait pour Marc. Ça fait du bien de voir qu'il est capable de réaliser ce genre de prestations et de remettre tout le monde à sa place. Genre, le roi est absent, le peuple fait ce qu'il veut, mais quand il revient, bah, on sait que pourquoi il est le roi. Donc on verra. Le championnat est loin d'être joué, mais c'est loin d'être une remontada. C'est quand même très très difficile. Là, ce week-end, il y avait des circonstances particulières pour Aprilia. Et du coup, en parlant de circonstances particulières, on peut parler de Pecco qui a raté sa sprint. Hein, il se qualifie 5e, donc c'est pas trop mauvais après être passé quand même par la Q1. Il rate son départ, la sprint. Il se fait engluer dans le paquet, incapable de doubler. Et sur la course longue, il rate un peu son départ, ce qui fait que Martin lui passe devant et ne le fauche pas. Et du coup, il se retrouve 3e au deuxième virage. Et puis après, il a juste à faire sa course tranquille, sans personne devant, sans personne derrière. Donc, un peu de chance, mais bon, il faut quand même avoir la vitesse pour pas se faire attraper par les autres. C'est juste qu'il n'avait pas la vitesse de Acosta et de Marquez. Oui, parce que par contre, il a fait la course tout seul du début à la fin. Il a jamais été embêté parce qu'il finit avec 4 secondes d'avance sur son poursuivant. Alors, il m'a fait rire parce que quand il est sorti, il a dit bah, je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai eu de la chance, je me suis retrouvé 3e et c'était bien. Je fais bon, bah, au moins il est content, c'est le principal. Mais ouais, ça lui fait du bien, 2 podiums d'affilée, ça doit forcément lui faire du bien sur son moral, même si c'est dans des circonstances un peu particulières. Week-end catastrophique pour la VR46 entre un Didia qui pourtant se qualifie bien, mais en sprint, c'est pas fou, il fait 10e. Je me souviens plus ce qui s'est passé, il a raté son départ, je crois. Et au GP, il se fait faucher, il repart, mais il termine très 12e. Et Morbidelli qui était nulle part, mais quand je dis nulle part, c'était quand même. C'est pas normal hein, de le voir là, Morbidelli avec cette moto en tout cas. J'ai vu sur Twitter des gens dire que c'était honteux et bon, je suis pas un grand fan mais c'est vrai que là, faut quand même reconnaître que enfin, finir dernière son coéquipier qui est tombé, heu, avec une Ducati en plus, Ouais, c'est ça. qui même si c'est plus la moto, ça reste quand même une excellente moto, enfin, c'est vraiment en dessous de tout là, sur ce coup-là, Il termine derrière Vignales parce que bon après Vignales a été déclassé pour sa pression de pneus. Il termine derrière Alex Rins, il termine derrière non mais Asgatioglu, c'est ça, il y a rien à Iker c'est vraiment Lecuona. cata. Enfin, Ouais, non, mais c'est ouais, clair, c'est cata, hein. ouais. Pas de chance pour DJ en espérant qu'il soit pas vraiment fait mal et parce que là il a quand même pas de chance en ce moment, ce pilote. C'est clair. Enfin bon. Et pour terminer, Grésini, donc Grésini, pareil, un peu pas de chance avec Aldeguer bien qualifié, plutôt bon, qui fait 5e en sprint, mais avant de se faire faucher du coup au départ du GP. Et par contre, Iker Lecuona, surprenant tout le week-end en remplacement d'Alex Marquez. Moi, je pense qu'il a marqué les esprits, qu'il sera rappelé lors de prochains remplacements. Hein.
Ouais, c'est clair. Bah, c'est une bonne surprise parce que je sais qu'on avait un peu le même avis. Moi, c'est pas que j'y croyais pas, mais ça m'a pas fait sauter de mon siège. Et non, non, très solide, même si effectivement, le fait d'avoir perdu 5 pilotes, ça maximise le résultat, mais dans l'absolu, le week-end complet était très, très, très correct. Euh, Après, c'est vrai qu'ils ont roulé là-bas il y a pas si longtemps que ça, alors peut-être qu'il était dans des conditions aussi un peu favorables, mais dans l'ensemble, non, non, très solide, ouais. Ouais, bon, c'est bien pour lui de le revoir avec le sourire. Il est deuxième du championnat World Superbike. Chez Honda, c'était plutôt week-end moyen, j'ai trouvé, par rapport à ce qu'ils avaient Oh, pu montrer ouais, au Mugello, ouais. oh, je trouvais ça pas mal. Ouais, enfin, c'est vrai qu'il sur la course longue, c'est pas mal. On les a quand même souvent vus aux avant-postes. Après, bon, encore une fois, il y en a 5 qui sont tombés devant. Mais quand même, Marini et Morera font une belle course dans l'ensemble. Morera fait un bon week-end. Oui, Moreira fait 2 bons week-ends de suite là avec le Mugello où on a dirait presque l'absence de Zarco a déclenché quelque chose. Ça se trouve, il y a plus de monde de son côté du box aussi, je sais pas, mais en tout cas, Peut-être, ouais. ça marche mieux et c'est tant mieux. C'est la dynamique qu'il faut pour un rookie. Marini, bah là, il pop là, bon bah tant mieux. Hein. C'était souvent le plus Il lent était des là pilotes. Après, il terminait contrairement à Mir, mais voilà, le plus lent. Là, il finit cinquième de ouais, la il était course longue. au bon endroit, au bon moment, quoi. Mm, tout à fait. Ouais, mais bon, Mir, quand est-ce qu'il arrêtera de casser du carénage en course quand même? Ça me, ça me dépite un peu. Enfin, si le nombre de fois où il est tombé, si on divise ne serait-ce que par deux, il fait des courses pas mal quand même. C'est dommage. Dès qu'il est aux avant-postes, il s'excite et il tombe. Bah, je sais pas si c'est C'est ça, mais je trouve que sur la longueur d'une course, j'ai l'impression qu'il sait pas gérer la dégradation de son pneumatique en fait. Et ce qu'il pouvait faire au début d'une course avec un pneu neuf, bah c'est sûr qu'après 19 tours, bah non, je le fais pas quoi. Et puis je pense que le gap entre les motos, enfin, elles usent pas les pneus de la même façon. Donc il se retrouve avec des motos plus performantes. Il est pas dans le rythme, mais il arrive à tenir un peu. Et eux usent moins leurs pneus. Donc enfin, le rythme baisse moins que lui. Ça l'énerve. Et je pense que c'est un peu comme ça que il produit ses accidents. Parce que on voit bien qu'il a un style hyper agressif quand les autres ont un style un peu plus coolé. Donc je pense qu'il fait tout pour se maintenir. En fait, on dirait un peu Acosta il y a 2 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, sauf que c'est censé être un pilote expérimenté C'est ça, dans cette ouais. catégorie quoi. Surtout que c'était un pilote qui chutait très peu au début. C'est ça qui est toujours étonnant avec Mir. Peut-être que l'année prochaine, a priori, peut-être chez Gresini Ducati, on verra ce que ça donne. C'est pas encore confirmé non plus. D'ailleurs, en parlant de transfert, il paraît que tout sera annoncé la semaine de Brno. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, ouais. J'ai pas compris. Alors, ils ont annoncé, désolé de digresser, ils ont annoncé la raison comme quoi, vu que après le Grand Prix de Brno, ils allaient tester les 850. Les teams n'allaient pas faire rouler les pilotes qui s'en vont l'année prochaine pour pas leur faire tester les 850. J'ai trouvé que cette raison était complètement con parce que genre, je dis une connerie, mais je sais pas quand n'importe quel pilote, par exemple Bastianini a quitté Ducati, il a pas arrêté de tester le prototype de l'année suivante, on l'a pas mis à l'écart. Ouais, mais peut-être que là, c'est tellement différent qu'ils vont peut-être pas faire rouler, je dis n'importe quoi, Martin sur une Aprilia pour que, une fois que ce soit annoncé, il aille rouler sur la Yamaha et donne, bon, Yamaha, ils ont tellement de retard, mais enfin, donne les petites innovations auxquelles les autres ont pas pensé. Je, disons que je suis d'accord sur le principe, mais l'enjeu étant plus important, peut-être qu'ils font plus attention. Mais surtout, comme m'a dit quelqu'un sur Twitter, c'est pas parce qu'ils vont peut-être simplement dire qui reste et qui a le droit de rouler, et pas forcément dire où vont ceux qui ne roulent pas l'année prochaine. Parce qu'en soi, peut-être qu'ils vont simplement donner les 850 aux pilotes qui restent, et les autres rouleront sur les motos de l'année et testeront les petites nouveautés. Hein. Ça va peut-être être aussi simple que ça. Parce À que voir. le bras de fer qu'il y a, donc c'est entre les équipes et j'oublie toujours le nom, mais c'est la Dorna. A l'air quand même enfin, la situation a l'air bien bloquée et je suis pas sûr que ça se débloque juste parce il faille rouler les pilotes sur les motos de l'année prochaine. Est-ce que tu penses que les teams sont prêts à lancer un championnat du monde parallèle s'ils n'arrivent pas à trouver un accord avec la Dorna? Ça me semble franchement assez irréaliste. Ah, je dis ça parce que c'était qui? C'était pas Wayne Rainey dans les années 90 qui avait Ouais, ouais. justement tenté de faire ça, ouais. Ouais, c'était assez rigolo.
Fin de la digression, on ferme la parenthèse. Yamaha, week-end de Yamaha. Bon, comme tous les week-ends de Yamaha, j'ai envie de dire malheureusement en ce moment. Je rigole, mais c'était nerveux, hein, c'était pas pour me moquer. Ça me fait pas plaisir de les voir où ils sont. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Yamaha? Donc Toprak qui fait 13e en sprint, Miller 14e, on a dit Quartararo 17e et Alex Rins 21e. Et en course longue, Toprak 11, Miller 8, Alex Rins 13 et Fabio Quartararo abandon. Je crois qu'à part Miller, il n'y avait aucune Yamaha en Q2. Ouais. D'ailleurs, Miller lui-même se demandait ce qu'il faisait là. Et, et bah voilà, je sais pas, j'ai pas de mots pour Yamaha. Non, Je sais pas. on disait au bon endroit, au bon moment pour Marini, ça a été ça pour Miller, qui a fait une belle course, même s'il passe de la 4e à la 8e place au fur et à mesure de la course, mais au moins on l'a vu. Toprak s'est bien bagarré avec des motos qui n'étaient pas des Yamaha pour une fois. Ça a dû lui faire bizarre. Et c'est bien, enfin, le week-end de Toprak est assez solide, hein, parce qu'il rate la Q2 de pas si loin. En course, il se bagarre bien, etc. C'est bon, évidemment, ça reste une Yamaha, mais ça fait plaisir de le voir un peu à l'écran, de le voir faire autre chose que se bagarrer avec Miller et Rins. Donc c'est le seul point positif que je pourrais trouver à dire sur Yamaha. Pour une fois, Quartararo, j'ai trouvé que dans son interview après course à Canal, il chargeait pas trop son team. Il a simplement dit que voilà, il avait besoin de réponses sur pourquoi la moto marchait pas ce week-end. Mais voilà, sans non plus être plus violent, on va dire, dans ses propos que ça. Il y a un moment, enfin, je pense que il part l'année prochaine. Tout le monde enfin, est-ce que ça vaut le coup à chaque fois de lui poser la question en interview de qu'est-ce qu'il pense de Yamaha et puis que lui s'énerve? Je pense que de toute façon maintenant, voilà, faut qu'il finisse la saison sans se blesser. Puis, enfin, il se passera rien de plus, quoi. Non, mais c'est vrai que je dis ça parce que on souligne chaque fois qu'il fait une sortie un peu acide envers Yamaha, on le souligne. Donc quand il n'en fait pas, je trouve ça honnête de le dire aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Et on peut conclure par l'autre marque italienne pour lequel le Mugello avait été un succès total. Et ben on peut dire que Balaton Park est un échec total. Bon, Bezzecchi fait 3 en sprint avec Rolf Fernandez 4e. Ensuite, on a Martin 6e et Olgora 11e. En course, on l'a dit, Martin se rate au freinage. Il emporte avec lui son coéquipier et Rolf Fernandez. Ayogura, comme il était très mal qualifié, a pu faire une remontée importante comme il a l'habitude et il finit 4e. Mais ouais, week-end compliqué pour Aprilia. Ce qui est dommage, c'est que, enfin, Bezzecchi aurait pu sauvegarder un peu des points parce qu'il faisait un bon départ. Ça n'a pas duré longtemps. Mais même s'il finissait dans le top 5, ça évitait de creuser trop l'écart avec un Marquez en forme. Donc ouais, là tout est acheté, quoi. Mais bon, bah, j'ai j'ai trouvé que le ratage de Martin faisait beaucoup débat pour finalement. Enfin, il est parti très fort, il a freiné trop fort et c'est pas passé, quoi. Oui, il y a les all shots, il y a tout ça, mais bon, il est surtout parti comme un boulet de canon, comme il sait assez bien le faire d'ailleurs. Mais bon, bah là, il s'est raté et puis, enfin, je sais pas si le double long lap est mérité ou pas. Il méritait une sanction. Tout ça ne me choque pas plus que ça. J'ai vu que ça faisait beaucoup parler, mais je trouve que ça reste assez cohérent. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Il avait fait la même, on a retrouvé assez facilement le départ au Japon l'année dernière, hein, où il fait exactement la même entrée dans le T1, la même faute et la même chute où il emporte ses copains. C'est un pilote qui est explosif au départ, on le sait. Souvent, ça lui permet de faire des excellents départs et de gagner beaucoup de place. Là, c'est pas passé. Bon, bah, il doit être sanctionné. Il n'y avait pas de défaut sur son all-shot device. Ça remet quand même le débat sur cette technologie dans le sens où, sans l'all-shot device, les pilotes devront partir de manière plus prudente pour éviter de trop cabrer.
ou d'être bridé, d'avoir une coupure électronique. Donc ils arriveront moins vite au T1, donc normalement ça évite ça. Plus l'histoire de la grille qu'ils vont sans doute mettre, au lieu de mettre 3 pilotes sur une ligne, ils vont mettre 2 pilotes sur une ligne, comme en F1. Donc ça va espacer les pilotes, donc probablement que dans les futures les années, saisons, on aura moins ce genre de phénomène où un pilote va gâcher le départ de 5 personnes, quoi. Ouais, déjà j'ai vu que au Sachsenring, ils allaient tester d'espacer les pilotes sans pour autant modifier le nombre de pilotes par grille. Mais oui, de toute façon, enfin le hot shot d'Eva, c'était déjà sur la sellette pour le reste de la saison, donc là ça va, je pense, un peu achever le débat. Après, j'avoue que là-dessus, j'ai pas vraiment d'avis. C'est toujours un peu compliqué de revenir en arrière sur des technologies qui ont été adoptées, parce que ça veut dire que des motos qui ont été conçues pour être utilisées avec cette fonction vont se retrouver, je vais pas dire handicapées, mais un peu déséquilibrées. Donc, est-ce que c'est pas non plus un mal pour un bien, enfin, une bonne action qui va entraîner des conséquences un peu compliquées à gérer? J'avoue que là, je sais pas. Mais comme tu dis, de toute façon, dans le cas de Martin, c'est surtout une erreur de pilotage, c'est toujours un peu qui suis-je pour dire ça? Mais en tout cas, c'est ouais, un départ excessivement audacieux, on va dire. Martin est au coude à coude avec Bezzecchi. Je trouve que c'était pas forcément utile de faire cet attentat, quoi. On n'a pas finalement tellement critiqué que ça le circuit, mais Non, mais moi je on tenais à peut. le dire, c'était bien pourri quand même. Ouais, a priori, c'est la dernière saison où on le voit, si j'ai bien compris ce que sous-entendait Pecco dans son interview. Ouais, Pecco disait qu'il n'y avait pas eu de travaux pour améliorer le tracé. C'est parce que l'année prochaine, c'était prévu qu'ils aillent à Hungaroring, donc le circuit utilisé actuellement par la F1 quand ils vont en Hongrie, que je ne connais pas non plus, donc je ne saurais pas dire. J'ai pas d'avis sur la question non plus. À voir, mais vu que ce circuit est très monotrajectoire, très difficile de doubler pour des grosses cylindrées, c'est très pénible en fait à regarder. Ouais. Oui, oui, oui. Surtout une semaine après le Mugello. Excuse-moi de te couper. Non, 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 mais c'est qu'en plus, il est redondant. Parce que c'est vraiment des chicanes, des chicanes, des chicanes. Je trouve qu'on s'y perd un peu en plus quand on regarde. Ouais, effectivement. Trackhouse, qu'est-ce que tu veux me dire sur Trackhouse? Rolf Fernandez, bah, je pense que c'est pas son week-end parce qu'entre son frère qui subit les foudres de l'injustice et, euh, et bah lui qui se fait faucher au premier virage par un fou du team Aprilia, ouais. Et je trouve qu'il a été mesuré dans ses propos et c'est tant mieux. Oui, c'est vrai. Voilà, il a dit qu'il voulait pas commenter ce qui s'est passé, qu'il se concentrait sur ses résultats et voilà. Ayukura, s'il se qualifiait bien, mais on l'a déjà dit, hein, il serait bien meilleur. C'est le nouveau Bastiani, hein. Moi, enfin, je retrouve ce qui me plaisait avec Bastiani quand il arrivait, c'est des fins de course spectaculaires, mais dans l'ensemble, ça manque de position en qualif, quoi. C'est ça, parce que pour le coup, il arrive à doubler, alors parfois un peu trop agressivement, on l'a déjà dit, mais il arrive à doubler même sur des tracés un peu compliqués, il y va. Donc oui, c'est sûr que c'est beau à voir, mais c'est un aspect sur lequel il faut qu'ils prennent la qualif, qu'ils prennent exemple sur Martin et Bezzecchi qui arrivent plutôt bien cette année. Ouais, mais je faisais la remarque que, au classement, de toute façon, je trouve que au vu de la moto, je trouve que Trackhouse, c'est pas non plus fou, quoi. Sixième et huitième au général. Euh, Enfin, ouais, je pense qu'on pourrait attendre un petit peu mieux d'eux s'ils étaient un peu plus réguliers, quoi. Oui, mais après, il faut pas oublier qu'il y a quelques courses, ils étaient 5e et 6e, je crois. C'est juste là, les deux Ducati officiels se C'est réveillent. pas faux. Voilà, Oui, c'est vrai aussi, ouais. c'est pas tout à fait la même. Je regardais du coup parce que tu parlais des résultats de Trackhouse. Avec le week-end que Ducati a eu, il passe devant. Donc en termes de championnat équipe, Aprilia est premier, maintenant Ducati deuxième et Trackhouse troisième. Mais avant ce week-end, ils étaient deuxième à Trackhouse en termes de championnat Ok. équipe. Et en constructeur, du coup, Aprilia devant Ducati avec 13 points d'écart. Voilà, un championnat n'est jamais joué. On n'a pas encore passé la moitié de la saison. Donc tout peut Oui, oui, arriver puis il encore. faut garder à l'esprit comment les dynamiques se sont inversées l'année dernière entre
la première partie de saison et la deuxième, enfin le réveil de Bezeki et d'Acosta par exemple, la disparition entre guillemets d'Alex Marquez, finalement, les saisons sont tellement longues que le passer la mi-saison, on peut se retrouver avec des dynamiques assez différentes, tant en termes de machines qu'en termes de pilotes. Je suis d'accord. Bon, Gweno, je pense qu'on a fait le tour pour ce week-end. On va se retrouver Carrément. dans 2 semaines pour le Grand Prix de République tchèque à Brno, un circuit qu'on aime bien pour le coup. Oui. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming et même les mauvaises plateformes de streaming, ainsi que YouTube. Et si vous avez envie de parler de MotoGP avec nous, il y a le Discord qui est relativement actif, avec une petite communauté, mais qui participe, et surtout Twitter, Facebook et autres réseaux. On est un peu moins présent et on s'en excuse. C'était un plaisir de t'avoir avec moi ce soir, Queno, et à très bientôt. Eh ben, un plaisir partagé, merci beaucoup et à bientôt. Salut, salut.